Victor Malot, volume 2, chapitre 23, dans la remontée. Le silence s'était fait dans la mine. Aucun bruit ne parvenait plus jusqu'à nous. À nos pieds, l'eau était immobile, sans une ride ou un murmure. La mine était pleine, et l'eau, après avoir envahi toutes les galeries, nous murait dans notre prison, plus hermétiquement qu'un mur de pierre. Ce silence lourd, impénétrable, ce silence de mort était plus effrayant que ne l'avait été l'effroyable vacarme entendu au moment de l'irruption des eaux. Nous étions enterrés vifs, et 30 ou 40 mètres de terre pesaient sur nos cœurs. Le travail occupe et distrait, le repos nous donna un moment d'anéantissement. Tout à coup, je sentis sur ma main tomber des gouttes chaudes. C'était Karori qui pleurait silencieusement. L'air était lourd à respirer. J'étais oppressé et j'avais des bourdonnements dans les oreilles. Le magistère voulut réagir et rompit le silence. Il faut voir ce que nous avons de provisions. Qui a du pain? Personne ne répondit. Moi, dis-je, j'ai une croûte dans ma poche. Je fouillai dans ma poche où j'avais mis le matin une belle croûte cassante et dorée. J'en tirai une espèce de panade que j'allais jeter avec désappointement quand le magistère arrêta ma main. « Garde ta soupe, dit-il. Si mauvaise qu'elle soit, tu la trouveras bientôt bonne. » Ce n'était pas là un pronostic très rassurant, mais nous n'y fîmes pas attention. C'est plus tard que ces paroles me sont revenues et m'ont prouvé que dès ce moment, le magistère avait pleine conscience de notre position et que s'il ne prévoyait pas par le menu les horribles souffrances que nous aurions à supporter, au moins il ne se faisait pas d'illusions sur les facilités de notre sauvetage. « Personne n'a plus de pain ?» dit-il. On ne répondit pas. « Cela est fâcheux, continua-t-il. Tu as donc faim ?» interrompit Compérou. « Je ne parle pas pour moi, mais pour mes Rémi et Karori. Le pain aurait été pour eux. »« Et pourquoi ne pas le partager entre nous tous ?» dit Bergounou. « Ce n'est pas juste, nous sommes tous égaux devant la faim. » Pour lors, il y avait eu de pain. S'il y avait eu du pain, nous nous serions fâchés. Rémi et Karori, par leur jeunesse, doivent opposer moins de résistance à la mort que Pagès et Compérou. Karori resta assez longtemps silencieux, puis tout à coup, sortant une miche de son bonnet, « Tenez, en voilà un morceau. » C'est donc le bonnet inépuisable que le bonnet de Karori. Karori voulut défendre sa coiffure, on la lui enleva de force et on la passa au magistère. Celui-ci demanda la lampe et regarda ce qui se trouvait dans le retroussi du bonnet. Alors, quoique nous ne fussions assurément pas dans une situation gaie, nous eûmes une seconde de détente. Il y avait dans ce bonnet une pipe, du tabac, une clé, un morceau de saucisson, un noyau de pêche percé en sifflet, des osselets en os de mouton, 3 noix fraîches, un oignon. Le pain et le saucisson seront partagés entre toi et Rémi ce soir. Mais j'ai faim, répliqua Karori. J'ai faim tout de suite. Tu auras encore plus faim ce soir. Quel malheur que ce garçon n'ait pas eu de montre dans son bonnet. Nous saurions l'heure. Cette idée de montre nous rappela à la réalité. Depuis combien de temps étions-nous dans la remontée? On se consulta, mais sans tomber d'accord. Pour les uns, il était midi, pour les autres, 6 heures du soir. Ce fut là que commença notre différence d'appréciation. Différence qui se renouvela souvent et arriva à des écarts considérables. Lorsque la discussion sur le temps fut épuisée, chacun se tut et parut se plonger dans ses réflexions. Quelles étaient celles de mes camarades, je n'en sais rien. Mais si j'en juge par les miennes, elles ne devaient pas être gaies. Tout à coup, au milieu du silence, la voix de l'oncle Gaspard s'éleva. « Mais t'as vu, dit-il, qu'on ne travaille pas encore à notre sauvetage. »« Pourquoi ? Nous n'entendons rien. Toute la ville est détruite, c'est un tremblement de terre. Ou bien on nous croit tous perdus. Alors nous sommes abandonnés ?
Pourquoi pensez-vous cela? Interrompit le magister. Vous savez bien que les mineurs ne s'abandonnent pas les uns les autres, hein, et que 20 hommes, 100 hommes se feraient plutôt tuer que de laisser un camarade sans secours. Il faut le temps d'organiser le sauvetage. Je ne dis pas que nous serons sauvés, mais je suis sûr qu'on travaille à nous sauver. Il dit cela d'un ton énergique. Cependant, Bergounou répliqua « Et si l'on nous croit tous morts ?»« On travaille tout de même. Mais si tu as peur de cela, prouvons-leur que nous sommes vivants. Frappons contre la paroi aussi fort que nous pourrons. Vous savez comme le son se transmet à travers la terre. Si l'on nous entend, on saura qu'il faut se hâter, et notre bruit servira à diriger les recherches. » Sans attendre davantage, Bergounou, qui avait chaussé de grosses bottes, se mit à frapper avec force, comme pour le rappel des mineurs. Et ce bruit, l'idée surtout qu'il éveillait en nous tira de notre engourdissement. Allait-on nous entendre? Allait-on nous répondre? Voyons, magister, dit l'oncle Gaspard, si l'on nous entend, c'est qu'on va faire pour venir à notre secours. Il n'y a que deux moyens. Je suis sûr que les ingénieurs vont les employer tous deux. Percer des descentes pour venir à la rencontre de notre remontée et épuiser l'eau. Une discussion confuse s'engagea sur les moyens les meilleurs à employer, mais ce qui pour moi résulta de cette discussion, c'est qu'en supposant une réunion extraordinaire de circonstances favorables, nous devions rester au moins 8 jours dans notre sépulcre. 8 jours, lorsque cette idée se fut emparée de mon esprit, je n'entendis plus un seul mot de la conversation. Je ne sais depuis combien de temps j'étais accablé sous cette idée lorsque la discussion s'arrêta. « Écoutez donc, dit Carrory, on entend quelque chose dans l'eau. »« Tu auras fait rouler une pierre. »« Non, c'est un bruit sourd. » Je n'entendis rien. Mes camarades, qui avaient l'habitude des bruits de la mine, furent plus heureux que moi. « Oui, dit le magister, il se passe quelque chose dans l'eau. »« Quoi, magister ?»« Je ne sais pas. Le bruit n'est pas continuel. Il est par secousses et régulier. »« Par secousses et régulier. Nous sommes sauvés, enfants. C'est le bruit des bennes d'épuisement dans les puits. »« Les bennes d'épuisement ?» Tous d'une même voix nous répétâmes ces deux mots, et comme touchés par une commotion électrique, nous nous levâmes. Nous n'étions plus à 40 mètres sous terre, l'air n'était plus comprimé, les parois de la remontée ne nous pressaient plus, nos bourdonnements d'oreilles avaient cessé, nous respirions librement, nos cœurs battaient dans nos poitrines. Mais pour vous raconter cette effroyable catastrophe des mines de la Truyère, telle qu'elle a eu lieu, je dois vous dire maintenant comment elle s'était produite et à quels moyens les ingénieurs employaient pour nous sauver. Lorsque nous étions descendus dans la mine, le lundi matin, tout annonçait un orage. Vers 7 heures, cet orage avait éclaté, accompagné d'un véritable déluge. En quelques minutes, les torrents débordèrent. Refoulés par la crue de la Divonne, les eaux du ravin de la Truyère ne trouvèrent pas à s'écouler et s'épanchèrent sur le terrain qui recouvre les mines. Ce n'était pas la première inondation de la Truyère. Et comme les ouvertures des trois puits étaient à des hauteurs où les eaux ne pouvaient pas monter, on n'avait d'autre inquiétude que de préserver les amas de bois préparés pour servir au boisage des galeries. C'était à ce soin que s'occupait l'ingénieur de la mine, lorsque tout à coup il vit les eaux tourbillonner et se précipiter dans un gouffre qu'elle venait de creuser. Il n'y a pas besoin de longues réflexions pour comprendre ce qui vient de se passer. Les eaux se sont précipitées dans la mine, elles baissent au dehors, la mine va se remplir, les ouvriers vont être noyés. Il donne des ordres pour que l'on descende, mais prêt à mettre le pied dans la benne, il s'arrête. On entend dans l'intérieur de la mine un tapage épouvantable, c'est le torrent des eaux. Ne descendez pas, disent les hommes qui l'entourent, mais il se dégage, et prenant sa montre.
Tiens, dit-il en la remettant à l'un des hommes, tu donneras ma montre à ma fille si je ne reviens pas. Puis, s'adressant à ceux qui dirigent la manœuvre d'ébène, descendez, dit-il. La benne est descendue. L'ingénieur appelle. 5 mineurs arrivent. Il les fait monter dans la benne. Cependant, ils sont enlevés. Ils poussent de nouveaux cris. Mais inutilement, ces cris sont couverts par le bruit des eaux et des effondrements. Cependant, les eaux arrivent dans la galerie et, à ce moment, l'ingénieur aperçoit des lampes. Il court vers elles, ayant de l'eau jusqu'aux genoux, et ramène 3 hommes encore. La benne est redescendue. Il les fait placer dedans et veut retourner au-devant des lumières qu'il aperçoit. Mais les hommes qu'il a sauvés l'enlèvent de force et le tirent avec eux dans la benne en faisant le signal de remonter. Il est temps, les eaux ont tout envahi. Ce moyen de sauvetage était impossible. Il faut recourir à un autre. Mais lequel? Autour de lui, il n'a presque personne. 150 ouvriers sont descendus, puisque 150 lampes ont été distribuées le matin. 30 lampes seulement ont été rapportées à la lampisterie. Au moment où l'ingénieur constate que 120 hommes sont enfermés dans la mine, des explosions ont lieu au dehors à différents endroits. Le gaz et l'air refoulés par les eaux se sont comprimés dans les remontées sans issue, et là où la charge de terre est trop faible, ils font éclater l'écorce de la terre. La mine est pleine, la catastrophe est consommée. Cependant, la nouvelle s'est répandue. De tous côtés, la foule arrive à la truyère. Des travailleurs, des curieux, les femmes, les enfants des ouvriers engloutis. Ceux-ci interrogent, cherchent, demandent, et comme on ne peut rien leur répondre, la colère se mêle à la douleur. Heureusement, les ingénieurs des mines voisines sont accourus à la tête de leurs ouvriers, et avec eux les ouvriers de la ville. On peut contenir la foule, on lui parle. Mais que peut-on lui dire? Que répondre à ses enfants, à ses femmes, à ses mères? Un seul mot, celui des ingénieurs réunis en conseil. Nous allons chercher, nous allons faire l'impossible. Et le travail de sauvetage commence. Trouvera-t-on un seul survivant parmi ces 120 hommes? Peu importe, en avant. Comme le magistère l'avait prévu, des bennes d'épuisement sont installées dans les 3 puits et elles ne s'arrêteront plus, ni jour ni nuit, jusqu'au moment où la dernière goutte d'eau sera versée dans la Divonne. En même temps, on commence à creuser des galeries un peu au hasard, mais on va. L'ingénieur de la mine espère que des hommes auront pu se réfugier dans les vieux travaux où l'inondation n'aura pu les atteindre. Et il veut qu'un percement direct y soit conduit, ne dût-on sauver personne. Ce percement est mené sur une largeur aussi étroite que possible afin de perdre moins de temps, et un seul piqueur est à l'avancement. Le charbon qui là-bas est enlevé, au fur et à mesure, dans des corbeilles, qu'on se passe en faisant la chaîne. Aussitôt que le piqueur est fatigué, il est remplacé par un autre. Ainsi, sans repos et sans relâche, le jour comme la nuit se poursuivent simultanément ces doubles travaux, l'épuisement et le percement. Si le temps est long pour ceux qui du dehors travaillent à notre délivrance, combien plus encore l'est-il pour nous? Le bruit des bennes d'épuisement ne nous maintint pas longtemps dans la fièvre de joie qu'il nous avait tout d'abord donnée. La réaction se fit avec la réflexion. On s'occupait de notre sauvetage, c'était là l'espérance. L'épuisement se ferait-il assez vite? C'était là l'angoisse. Au tourment de l'esprit se joignaient d'ailleurs maintenant les tourments du corps. La position dans laquelle nous étions obligés de nous tenir sur notre palier était des plus fatigantes. Nous ne pouvions plus faire de mouvement pour nous dégourdir et nos douleurs de tête étaient devenues vives et gênantes. De nous tous, Garori était le moins affecté. « J'ai faim, disait-il de temps en temps. À la fin, le magistère se décida à nous passer un morceau de la miche sortie du bonnet de loutre.
Les autres auraient partagé notre repas avec plaisir, mais ils avaient juré d'obéir, et ils tenaient leur serment. S'il nous est défendu de manger, il nous est permis de boire, dit Campero. Pour ça, tant que tu voudras, nous avons l'eau à discrétion. Pagès voulut descendre, mais le magistère ne le permit pas. Tu ferais ébouler un déblai. Rémi est plus léger et plus adroit. Il descendra et nous passera l'eau. Dans quoi? Dans ma botte. En me donnant une botte, et je me préparais à me laisser glisser. Attends un peu, dit le magistère, que je te donne la main. Au moment où le magistère se penchait, il partit en avant. Soit que son corps fût engourdi par l'inaction, soit que le charbon eût manqué sous son poids, il glissa sur la pente de la remontée et s'engouffra dans l'eau sombre, la tête la première. La lampe qu'il tenait pour m'éclairer roula après lui et disparut aussi. Instantanément, nous fûmes plongés dans la nuit noire et un cri s'échappa de toutes nos poitrines. Par bonheur, j'étais déjà en position de descendre. Je me laissai aller sur le dos et j'arrivai dans l'eau une seconde après le magistère. Avec Vitalis, j'avais appris assez à nager et à plonger pour me trouver aussi bien à mon aise dans l'eau que sur la terre ferme. Mais comment se diriger dans ce trou sombre? De quel côté étendre le bras? Comment plonger? C'était ce que je me demandais quand je me sentis saisi à l'épaule par une main crispée et je fus entraîné sous l'eau. Un bon coup de pied me fit remonter à la surface. La main ne m'avait pas lâché. Tenez bien, moi bien, magistère, et appuyez en levant la tête. Vous êtes sauvé. Où es-tu, Rémi? C'était la voix de l'oncle Gaspard. Elle m'indiqua la direction. Allumez ma lampe, une lampe. Presque aussitôt une flamme parut. Je n'avais que le bras à allonger pour toucher le bord. Je me cramponnai d'une main à un morceau de charbon et j'attirai le magistère. L'oncle Gaspard et Carrory, penchés en avant, tendaient vers nous leurs bras, tandis que Pagès, descendu de son palier sur le nôtre, nous éclairait. Le magistère fut hissé jusqu'au palier pendant que je poussais par derrière. Puis, quand je fus arrivé, je remontai à mon tour. Déjà, il avait retrouvé sa pleine conscience. « Viens ici, me dit-il, que je t'embrasse. Tu m'as sauvé la vie. Vous avez déjà sauvé la nôtre. » Avec tout ça, dit Carrory, qui n'était point de nature à se laisser prendre par les émotions, « Ma botte est perdue et je n'ai pas bu. Je vais te la chercher, ta botte. » Mais on m'arrêta. « Je te le défends, dit le magistère. Eh bien, qu'on m'en donne une autre et je me laisse glisser une seconde fois, mais moins vite que la première, et avec plus de précaution. » Échappés à la noyade, nous eûmes le désagrément, le magistère et moi, d'être mouillés des pieds à la tête. Tout d'abord, nous n'avions pas pensé à cet ennui, mais le froid de nos vêtements trempés nous le rappela bientôt. « Il faut passer une veste à Rémi, dit le magistère. Comme nous avions déjà été tous mouillés, moi jusqu'au cou et les plus grands jusqu'aux hanches, changer de vêtements n'était pas une grande faveur. Cependant, le magistère tint à ce que ce changement s'exécutât, et favorisé par le sort, j'eus la veste de Parou. Or, Campero, ayant des jambes aussi longues que tout mon corps, sa veste était sèche. Enveloppé dedans, je ne tardai pas à me réchauffer. Après cet incident désagréable, qui nous avait un moment secoués, l'anéantissement nous reprit, et je finis par m'endormir. Mais la place n'était pas favorable, et j'étais exposé à rouler dans l'eau. Alors le magistère, voyant le danger que je courais, me prit la tête sous son bras. Il ne me tenait pas serré bien fort, mais assez pour m'empêcher de tomber, et j'étais là comme un enfant sur les genoux de sa mère. Quand je m'éveillais à moitié, il changeait seulement de position. Son bras engourdi, puis aussitôt, il reprenait son immobilité, et je me rendormais sans avoir peur, car je sentais bien qu'il ne me lâcherait pas. Le temps s'écoulait, et toujours régulièrement, nous entendions l'ébène plonger dans l'eau.